Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 6e numéro de Comment ça Wave, ici en direct du bâtiment Wave chez Vinci Énergie. Je suis ravi d'accueillir Philippe Depasse. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Depasse qui est président de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers Hauts-de-France. Hauts-de-France. Nous allons passer un bon moment pour discuter immobilier au sens large. D'emblée, pour briser la glace, Philippe, on a un petit rituel. On demande à nos invités d'amener un objet fétiche ou de leur actualité. J'ai ramené une balle de golf. Alors une balle de golf, mais elle est un petit peu particulière parce qu'elle m'a été offerte par une collaboratrice. Alors oui, elle est décorée, qui est partie à Tahiti. Alors bon, qui m'a envoyé ça un petit peu en clin d'œil. Et puis elle est revenue de Tahiti et elle cherchait finalement, elle est de nouveau chez nous, chez Sogeprom. Et là, à Montpellier, voilà. Donc Super. bref, t'es golfeur? Oui, je suis golfeur. Bon. Pour de temps en temps faire baisser un peu la pression de la vie des affaires. Très bien. 2-3 questions. Plutôt mer, montagne ou campagne? J'hésite entre la mer et la montagne, mais je veux dire la mer quand même, le bateau. Je crois qu'on fait un grand chelem, tout le monde nous dit la mer, donc bah écoute, Bon. D'accord, super. Petite maison connectée ou petite maison dans la prairie au bord de la mer? Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas dire petite maison connectée, parce que ce qui est assez drôle, quand vous recevez des jeunes chez vous, finalement la première chose qu'ils vous disent, c'est quoi le code Wi-Fi? Et donc, alors après peut-être que un jour on en aura, ou j'en aurai assez, et puis j'aimerais effectivement le calme, mais je préfère la petite maison connectée, parce qu'aujourd'hui quand même, on a besoin de connexion. Eh oui, très bien. On m'a répondu parfois petite maison connectée dans la prairie. Bon, bah écoute. Ça, c'est l'idéal, c'est pour les gens qui ne veulent pas choisir. Et alors, si tu étais une ville, est-ce qu'il y a une ville qui te fait vibrer particulièrement? Alors, vibrer, je ne sais pas, mais je pense qu'on est promoteur immobilier. Alors, je ne suis pas très, finalement, original en disant ça. Je vais quand même dire Paris, parce que Paris, c'est d'abord une ville-monde, et que finalement, il n'y en a pas énormément des villes qui représentent finalement un peu la planète avec tous les problèmes actuels, à la fois finalement les prix excessifs, à la fois la difficulté de se loger, avec les problématiques de transport. Bref, c'est sous nos yeux finalement, à peu de distance ici de Lille, finalement l'intérêt de voir ça, tout en étant ici finalement à 200 km de Paris, d'avoir finalement, j'ai un peu le sentiment ici, un bon équilibre entre une grande métropole et une qualité de vie. Alors moi, j'ai un défi, c'est que je dois faire une émission dans toutes les villes qu'on m'a citées. Bon, Paris, c'est à côté, ça va. Ça va aller. Ouais, c'est J'aurais bien. dû te citer Honolulu comme ça. J'ai eu droit à des choses sympas, donc j'ai pas de souci. Pour rentrer dans le vif du sujet, tu es promoteur, tu vas nous en parler, un peu, en même temps que tu parleras de ton parcours certainement, mais surtout, tu es là comme représentant de la FPI. C'est quoi la FPI? C'est quoi son rôle, la Fédération des promoteurs immobiliers? La fédération des promoteurs, c'est finalement de parler au nom des promoteurs et des promoteurs de logement et de tertiaire. Mais on voit qu'aujourd'hui, le logement et le tertiaire, c'est de plus en plus imbriqué. Et puis finalement d'être sur le terrain et puis de dialoguer avec les élus, de voir si finalement l'ensemble des politiques publiques, alors politiques publiques nationales, européennes et locales, finalement, est-ce que ces politiques atteignent leurs objectifs? Alors objectifs à la fois quantitatifs, qualitatifs. Donc on est là un peu comme on fonctionne, cette fédération fonctionne finalement pour donner de l'expertise. On analyse le marché, on fait des retours aux élus, et je veux dire, on ne se situe pas sur le champ politique, on se situe sur le champ finalement de l'expertise, pour dire voilà, voilà comment se porte le marché du logement, voilà comment se porte le marché du tertiaire, et puis finalement d'apporter cette information ensuite aux élus, et de voir si on peut
je veux dire, modifier tel ou tel paramètre de manière à faciliter les choses. Combien de promoteurs au sein de la Fédération Hauts-de-France? C'est 35 promoteurs, ce qui en Ils sont fait tous là? non, non, alors il manque, Nexity et Kaufman, mais mon petit doigt me dit qu'à l'occasion finalement, du changement de présidence, il pourrait peut-être revenir. Bon, on va dire que, je veux dire 90 des promoteurs sont là. En tout cas, tous les promoteurs qui interviennent sur la métropole sont là et donc finalement, je veux dire la fédération, représente, très bien la branche et donc est l'organe, finalement de dialogue avec la métropole, avec la ville de Lille et avec l'ensemble des, je veux dire Les parties prenantes. des parties prenantes. Justement, il y a une actualité, j'allais dire chargée, mais c'est pas le mot. En tout cas, il y a une actualité avec la FPI. On a pu te lire ou lire des interviews dans la presse. La dernière en date, la dernière info, c'est une espèce d'engagement bas carbone ou co-signataire de la charte de la MEL. Ça sert à ça, la fédération? C'est pas un syndicat, c'est bien, on passe un message, on adhère, c'est ça? Oui, sur la signature de l'engagement bas carbone, d'abord, j'ai pu dire, que ça c'est le résultat finalement d'un dialogue, continu avec la ville de Lille depuis maintenant, plusieurs années. La ville avait instauré ce qu'elle appelait un club des 12 000, comme 12 000 logements, je veux dire sur le mandat. Puis ensuite, ça a été, la création, de l'OFS, l'organisme de foncier solidaire, puis la candidature de Lille capitale, verte européenne et puis, ensuite, finalement, fort logiquement, cet engagement bas carbone. Et je reconnais, la première chose que je tiens à dire, c'est finalement la qualité du dialogue qu'il y a eu avec la ville de Lille. On a en même temps, ce que j'ai pu dire, tracé le chemin, tout en, faisant passer notre message qu'il fallait que ça soit, économiquement supportable parce que finalement, on aurait pu finalement faire, des engagements, presque, en mettant très, très haut la barre. Mais si c'était pour augmenter le prix de sortie de 2 000 €, je pense que les gens ne l'auraient pas accepté. Donc il y a eu vraiment cet échange pour essayer de trouver vraiment avec la ville bien positionner le curseur et moi je suis très content de ça. Et puis, je veux dire ça donne une image des promoteurs qui sont des gens qui sont finalement responsables, citoyens, qui, s'engagent pour une ville, meilleure, pour une ville à la fois, je veux dire, plus jolie, mais aussi, respectueuse de l'environnement. Donc je pense que ce message, on ne pouvait pas ne pas y être. D'accord. On va y revenir sur cette thématique de justement comment on voit les choses après dans les années à venir, mais c'est une bonne introduction. Quelques chiffres. On construit combien de logements à Lille? En préparant ça, tu m'as dit normalement c'est 6 000 par an? Alors ça, ce sont les objectifs du SCOT, c'est-à-dire, finalement, objectifs du SCOT qui sont ensuite, déclinés dans le PLH, plan local de l'habitat. Et donc les objectifs effectivement, c'est 6 000 logements. 6 000 logements, en gros, 4 500 pour la FPI, compris les logements qu'elle fait pour les bailleurs et les bailleurs font à peu près, 1 500 les bailleurs sociaux. On n'est pas au résultat du coup. Alors on n'est pas au résultat, alors loin s'en faut parce que finalement 2020, c'était une année, finalement, je pense que pour toutes les activités, Oui. très difficiles. Pour la FPI, finalement et les bailleurs, là l'atterrissage, il est plutôt globalement à 3 000 logements, donc on est quasiment, qu'à la moitié de l'objectif. On va sortir ici en 2021, on pensait que le rebond serait plus fort, et le rebond est pas complètement là, on sera sans doute, à 4 000, 4 500. Donc on voit qu'on sera encore effectivement avec un gros écart par rapport aux objectifs que nous avons. Oui. Et donc on a alerté les élus et quand Oui. on parle de dialogue, je pense que les élus ont été effectivement, sensibles à ce message et puis on essaie de trouver des solutions. Voilà un petit peu à quoi sert la FPI, c'est de dire: «Tiens, comment on peut redonner un coup d'accélérateur, et est-ce qu'on partage les chiffres?» Oui, on partage les chiffres et donc de voir comment on peut faire mieux. Alors justement, les articles sont très pertinents et les articles de fond qu'on a pu lire dans la presse, tu parlais des élus, des parties prenantes. On sent bien qu'il y a quand même, et tu le dis aussi, une volonté de dialoguer, mais ça veut dire que actuellement, ou ça n'est peut-être que passager, il se passe quelque chose où ça manque de dialogue, on se comprend plus trop, il y a des élections qui sont passées par là, il y a
la puissance des acheteurs, des citoyens qui viennent percuter une espèce de tradition. Voilà, il y a des coups d'arrêt à des dossiers suspendus, ajournés. Ça m'amène à, pas une question, mais moi je voulais les défendre, les promoteurs, parce que le job est pas simple quand même. On croit toujours que c'est rigolo, qu'on est là à signer des affaires au restaurant. Alors là, c'est un cliché total. C'est pas du tout ça. Donc le métier est pas simple. Alors le métier est pas simple. D'abord, c'est un fabuleux métier que de construire la ville. De ce côté-là, je pense que on peut bien faire ce métier que si on est passionné par ce métier. Effectivement, les 2 années qu'on vient de passer, ce sont 2 années finalement où moi je pense qu'on a changé l'époque. À la fois finalement à cause de la crise sanitaire et on a changé finalement d'élus. Alors quand je dis changer d'élus, c'est-à-dire que quand bien même ce sont les mêmes, ils ont changé. Alors après, sous l'impact de la crise, etc., on y met cette volonté, alors là on parlait d'exigences européennes tout à l'heure, hein, eh bien de dire on arrête d'étendre la ville sur les terres agricoles, on fait maintenant la ville dans la ville, donc on danse. Et on se retrouve tous finalement avec à ce moment-là, point de sortie finalement de cette crise, à devoir dire bah, il faut continuer à construire, mais il faut le faire dans la ville et il faut le faire finalement avec les élus et avec l'acceptation finalement des citoyens. On voit bien que c'est quand même compliqué parce qu'il y a à la fois chez nos concitoyens un petit peu d'égoïsme, c'est-à-dire oui, je suis d'accord pour qu'on fasse du logement, mais plutôt dans la rue du dessus. Donc on voit bien qu'on a beaucoup de pédagogie à faire. Je pense que pour nous, promoteurs, on a finalement euh, aussi à faire des efforts, c'est-à-dire faire des efforts en se disant il faut qu'on fasse des logements de meilleure qualité, des logements bas carbone, de meilleure qualité, et puis à dialoguer. Et je pense que pendant des années, et c'est pas nous reprocher, on est finalement, nous, promoteurs, à l'image de la société. Nous, pendant des années, on est venu poser des immeubles sur un terrain, on avait un terrain, on avait des droits à construire, on construisait. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que nos concitoyens ne l'acceptent plus et qu'ils veulent finalement des explications et que c'est à nous de leur donner, leur dire voilà ce que l'on fait, voilà la durée du chantier, voilà un petit peu. Donc, je pense que il y a une espèce de sortie de crise. Il y a du dialogue, de la qualité à avoir avec les gens, à écouter aussi. Je pense qu'on n'est pas suffisamment dans l'écoute, à la fois des élus, mais les élus ne font que représenter les concitoyens. Donc il y a forcément, je ne vais pas dire que le métier a été complètement bouleversé et qu'il est complètement bouleversé, mais en tout cas, il a été effectivement très chahuté. Voilà, et je pense qu'il faut retrouver finalement je veux dire, cette qualité de dialogue qui est quand même, je veux dire, un marqueur de cette région. Et moi, je reste fondamentalement optimiste. Donc ça veut dire que on doit changer sa manière de faire, on doit aussi faire sa part en tant que promoteur, écouter les citoyens d'une rue, d'un quartier, mais c'est peut-être dangereux parce que ça veut dire qu'il y a des projets qui vont être modifiés ou ajournés, retardés, enfin c'est pas simple ça. Je crois que ça fera partie, alors ça fait déjà partie, alors avec des réunions publiques presque systématiques Oui. maintenant sur la plupart des projets. Mais je pense que demain, il faudra peut-être encore aller plus loin dans les explications. Alors, sans tomber dans la démagogie, parce que faut quand même se dire une chose, c'est que le foncier est rare. Le foncier est rare et donc à nous, quand je dis nous, promoteurs, élus, je veux dire habitants, ne pas non plus le gâcher, parce que quand je veux dire, un foncier permet de faire 100 logements et qu'on n'en fait que 15 ou 20, quelque part, on se dit que c'est quand même une occasion de densifier la ville qui est peut-être loupée. Donc, il faut se dire que le foncier, c'est quelque chose que on ne peut pas, je veux dire, reproduire ou produire. Et donc, à chaque fois qu'on est face à un foncier, je crois qu'il y a vraiment à se questionner sur la bonne densité et celle qui est admise, sans tomber finalement dans l'excès. Et les excès sont toujours mauvais, alors que ça peut être l'excès du promoteur qui veut, comme on dit, bourrer comme un œuf. Et à l'inverse, finalement, l'excès
des riverains qui considèrent qu'ils veulent un parc Pas de logement et pas de nuisance. entretenu par la ville et tout ça sans augmenter les impôts. Enfin, voilà, on voit bien les deux excès. Donc c'est à chaque fois de trouver finalement le bon compromis, mais à nous aussi finalement d'expliquer les enjeux avec nos concitoyens, parce que on voit bien que cette politique qui consiste à dire maintenant on n'étend plus la ville, tous les gens sont d'accord pour ne plus étendre la ville et préserver les terres agricoles. Et quand on leur explique que finalement ça fait qu'on peut en arriver à construire dans leur rue, ils sont un peu moins d'accord. Donc là, à mon avis, à un moment donné, il faut justement expliquer, dialoguer. D'où cette notion de dialogue et d'explication. Je te reprends au bon sur la notion de bas carbone. Et là, je t'embarque sur le chemin à venir. Alors, on n'a pas de boule de cristal, sinon ce serait trop facile. Mais il y a quelque chose qui se présente à nous qui n'a pas l'air d'être si évident que ça. Construire, c'est une chaîne, c'est beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'acteurs, un promoteur, un constructeur, des lots techniques, VRD, enfin, ok, bas carbone, on va vers ça. Mais tout le monde n'est peut-être pas au niveau, tout le monde n'a peut-être pas le même niveau de formation, de perception de la chose. Comment ça va se bouger, ça? Quand on regarde finalement ce qu'on a fait avec la ville de Lille, et qui d'ailleurs qui sera reprise très prochainement, le 1er janvier 2022, par la MEL dans son plan climat. Donc, quelque part, la ville de Lille a été précurseur et mais, je veux dire, la MEL lui enclenche tout de suite le pas. On a fixé des étapes parce que les étapes sont aussi dans la réglementation, la RE 2020, une première étape le 1er janvier 2022, puis 2024, puis 2026. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans la loi, c'est de dire messieurs, construisez bas carbone, avec des matériaux biosourcés, avec finalement des matériaux recyclés, tout en faisant finalement des logements performants d'un point de vue énergétique. Bon, cette notion d'empreinte carbone, elle est déjà dans la tête de tout le monde? Pas encore? Elle commence à percoler parce que finalement, je veux dire, le 1er janvier 2022, on fera des analyses de cycle de vie des matériaux. Donc, on va effectivement se poser la question d'où viennent les matériaux, ce qui veut dire que finalement, on va commencer finalement à changer nos habitudes. Et puis, peut-être que, je veux dire, le luminaire qui vient du fin fond de la Chine, on va se poser la question de savoir si le même luminaire, il ne peut pas venir d'un petit peu plus près. Europe. Au moins d'Europe. Donc, cette notion, on va effectivement faire des logements finalement plus vertueux du point de vue bas carbone, mais ça suppose que plus de bois, par exemple, mais qu'on ait aussi finalement les entreprises. Et aujourd'hui, si les promoteurs se disaient d'un seul coup et d'un seul, ça y est, on est complètement à faire des logements bas carbone, je pense que de toute façon, on n'aurait pas la filière capable de produire les logements en ossature bois. Donc là, il y a un vrai sujet. Tant en compétences qu'en volume, j'imagine. En compétences, en volume. Donc il y a un vrai sujet d'adaptation de la filière bois, mais il n'y a pas que la filière bois. Est-ce qu'on ira avec des... Alors les bétons seront effectivement des bétons décarbonés, ils coûtent plus cher, mais aujourd'hui on fait aussi de la recherche pour finalement faire des bétons, on va dire, bas carbone. On va aussi il faudra créer à l'échelle de l'agglo une filière pour le recyclage. Bref, il va falloir finalement embarquer et les promoteurs, je dis les promoteurs, mais les bailleurs ont signé cette charte, et puis bien évidemment les bureaux d'études, des architectes, et donc on a signé cet engagement bas carbone. Et derrière, finalement, il va falloir qu'on embarque toute la filière du BTP, qui va devoir finalement muter pendant cette période, je veux dire, cette fenêtre de tir 2022-2030. En 2030, on aura atteint finalement la plupart des objectifs. Alors après, il y aura encore l'échéance 2050, mais on va dire que le grand pas de 2030 aura été fait. Donc il y a pour nous, je vais dire à la fois sur le fond, c'est-à-dire construire des logements et des bureaux bas carbone, et sur la forme, dans le dialogue avec les élus, les riverains, il y a à la fois un superbe challenge. Alors, je te reprends au même titre, justement, qu'il faut discuter avec toutes les parties prenantes à l'implantation de logements ou de tertiaires mixtes, mais alors avec les entreprises, parce qu'on est écouté, entendu par
tous ces corps de métier. Ça veut dire qu'il faut travailler comment? Il faut travailler en macrolo, faut se parler, être très en amont, il faut savoir qui va prendre les locaux, les bureaux, parce que parfois on n'a pas le preneur. Donc comment on équipe le bâtiment? Tu vois, parce que si chacun regarde garde son précaré et ne regarde pas ce que fait l'autre, on ne va pas y arriver à cette notion de performance énergétique et de performance carbone. Les choix devront être faits beaucoup plus tôt. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on se dit, je fais un bâtiment, son ossature est en béton, je mets de la brique, du chauffage ou électrique ou gaz, et puis, en gros, je me préoccupe pas tellement, finalement, de la filière, de savoir si je peux, puisque je sais, a priori, que la filière existe. Que je me pose pas la question de savoir si j'aurai quelqu'un capable de me faire mon gros œuvre ou capable de me faire, finalement, mon génie climatique. Demain, je pense qu'il y aura des choix qui seront faits beaucoup plus en amont sur est-ce que je fais un bâtiment en bois, est-ce que je le fais en béton, sachant que si je le fais en bois, est-ce que il y aura des conséquences, etc. Bon. Donc, est-ce que j'utiliserai des matériaux recyclés? Est-ce que, alors on voit bien que finalement, tout en amont, quand je serai, je veux dire, en phase de la conception, je ne pourrai plus me permettre quelque part d'ignorer finalement la filière. C'est-à-dire que je devrais dire je le conçois en bois parce que j'ai déjà une espèce de préaccord avec finalement et je sais que je le fais avec des matériaux recyclés. Bref, je pense que ça va générer finalement une réflexion qui va être beaucoup plus intégrée finalement avec les constructeurs. Donc pour répondre à ta question, et tout de suite de dire que bien évidemment, est-ce que c'est du macrolo ou de l'entreprise générale, etc. J'aurais plutôt envie de te dire, là encore, on aura beaucoup usé le mot dialogue aujourd'hui, mais c'est là encore, les entreprises interviendront beaucoup plus tôt dans la phase de conception. C'est-à-dire que, bien évidemment, je devrais, dès le départ, finalement, m'inquiéter de savoir si j'ai l'entreprise, parce qu'on voit bien que les filières vont se mettre en place. Et donc, si je dessine un bâtiment en bois, tant qu'à faire, autant savoir que derrière, j'aurai les hommes derrière, les bons faiseurs. Et alors du coup, je transforme ça en les entreprises vont devoir se réinventer aussi, apporter des idées, des solutions, se montrer, avoir de nouvelles offres, faire des essais, peut-être subir un échec de temps en temps, on l'espère pas trop, mais quand même, pour apprendre et amener aux promoteurs que vous êtes des nouvelles solutions. Ça, c'est ce que j'ai compris. Une double question. Il y a des labels qui te semblent pertinents, il y a des choses que tu suis? Et puis alors une question plus large, réhabiliter ou faire du neuf? Alors, des labels, je pense que essentiellement dans le tertiaire, s'il y a bien un label qui finalement s'impose, c'est le label, c'est le BREEAM, et quand même aujourd'hui finalement, d'une certaine manière, le label qui finalement est le plus demandé. D'accord, demandez. Et puis sur le logement, je vais presque dire qu'on l'attend, le label, parce que aujourd'hui existe une défiscalisation Pinel pour les Oui, gens, les investisseurs, et à partir de, alors, j'espère que fin 2021, on aura les critères de ce label pour que les taux de réduction soient maintenus. Finalement, l'État va nous obliger finalement à faire des logements qui iront au-delà de la réglementation RE 2020. C'est-à-dire que si je fais qu'un logement RE 2020, malheureusement, mon taux de réduction Pinel va baisser d'accord. en 2023 et en 2024. En revanche, si je suis conforme au futur label, alors pour le coup, on attend avec impatience et fébrilité les critères. En logement, ce label va sans doute, de par la force des choses, de par l'importance finalement que la défiscalisation a dans notre système de production de logement, ce label viendra effectivement s'imposer. Et pour répondre à ta question, plus de réhabilitation, oui. Oui, alors, pour plein de choses. C'est pas un gros marché aujourd'hui. C'est pas un gros marché parce que, euh, quelque part, peut-être par
simplicité, on se disait le bâtiment, bah, voilà, on le démolit et puis, on en fait un neuf à la place. Je pense que c'était, dire un petit peu dans les habitudes. Je pense que demain, bien évidemment dans le cadre d'une démarche bas carbone, on se posera beaucoup plus la question de savoir si je réhabilite le bâtiment, si, je peux effectivement le transformer. Il y a d'abord ce critère-là, puis il ne faut pas oublier quand même quelque chose. Un deuxième critère par rapport à tout ce qu'on s'est dit, Oui. David, depuis ce matin, c'est qu'un bâtiment finalement qu'on réhabilite, c'est un bâtiment qui est forcément mieux admis par les riverains. Parce qu'il existe déjà finalement dans le paysage. Donc quelque part, on voit bien que les bâtiments réhabilités, transformés, eux n'ont pas de difficulté à se faire, je veux dire, Une étape d'emblée, quoi. ils passent une étape d'emblée parce que quelque part, les habitants ont eu l'habitude de le voir et finalement, au contraire, je vais presque dire que la transformation a vraiment cet avantage-là de régénérer, de donner une nouvelle vie à un bâtiment et quelque part, c'est un vrai avantage. Mais alors du coup, je reviens à la thématique d'avant, les entreprises doivent prendre conscience que, attaquer un marché de réhabilitation, c'est pas comme si on construisait du neuf, c'est parfois en site occupé. Il faudra avoir une bonne coordination entre tous les lots d'une réhabilitation. Donc c'est un message peut-être à passer aussi, d'avoir une offre réhabilitation, rénovation, légère, lourde, mais c'est ce que je comprends en tout cas. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à présent, dans toutes les entreprises, ont été des équipes différentes. Il y avait les équipes qui faisaient du neuf, les équipes qui faisaient de la réhabilitation. Je pense qu'on fera de plus en plus de réhabilitation et comme on en fera de plus en plus, je pense qu'on aura, des équipes dédiées. On aura un process finalement un peu plus, il y aura le process du neuf et le process de la réhabilitation. Il n'y a pas que des inconvénients à la réhabilitation, il y a le fait aussi, je veux dire, de connaître parfaitement, je veux dire, le bâti. Quand je dis connaître parfaitement, ça veut dire qu'on l'aura quand même ausculté sérieusement, de manière à ne pas avoir non plus de surprise et de découvrir au fur et à mesure, je veux dire, de l'avancement du chantier que bah, on pensait que c'était comme ça et puis finalement ça ne l'est pas. Donc voilà, il faudra qu'on soit beaucoup plus, on va dire, on aille plus loin finalement dans le diagnostic de l'existant. Est-ce que tu crois que si on est sur cette thématique de rénovation ou neuf, les entreprises doivent s'engager sur un niveau de performance? On a beaucoup évoqué la notion de carbone, mais que souvent on construit et puis on livre et puis on disparaît un peu du paysage. Est-ce que ce serait pas mal d'avoir au moins de mettre en place les outils qui permettent de suivre la vie du bâtiment? Alors, dans l'acte d'engagement bas carbone de la ville de Lille, figure justement je vais dire, ce suivi. Alors qui n'est pas, sans, poser un certain nombre de sujets, parce que finalement, heu, si vous revenez en tant que constructeur ou en tant que promoteur, notamment dans le logement, notamment alors quand je suis dans le tertiaire, j'ai un investisseur unique, lui demander la consommation de son bâtiment, il prend son relevé et puis ça va très bien. Quand vous êtes effectivement, dans le cadre d'une copropriété, avec des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs qui ont un locataire, commencez à aller, chercher la consommation de chacun d'entre eux. Il y a à la fois finalement, je pense que techniquement et ici chez Vinci, je On est pense que prêt. ça ne pose pas de problème. Mais après se posent des problèmes finalement aussi de confidentialité des données. C'est-à-dire que si, je n'ai pas envie de donner mes données parce que alors voilà, il faut aussi que la loi peut-être, passera par là, de manière à ce que finalement, on puisse, davantage aujourd'hui communiquer. Parce que, pour, répondre aussi, de manière un peu plus, globale à ta question, souvent les gens sont un peu perdus dans les labels. On leur dit, le bâtiment, il a été, RT 2005, BBC, et puis enfin bref, on les a un petit peu abreuvés, saoulés Penser à l'agroalimentaire un peu, hein. oui et puis finalement les gens, leur question, c'est de dire, en fait: «Mais ça va me coûter combien pour me chauffer, quoi?» Et donc et en gros, c'est un petit peu ce qui les intéresse. Donc pour répondre à ta question, je pense que c'est, dans ce sens-là qu'on va, parce qu'un jour les gens, se diront, «Oui, un label, c'est bien, mais savoir ce que je vais dépenser pour me chauffer, c'est mieux». On aura peut-être même une note carbone au mètre carré. Je sais pas s'il faut dire rêver, mais on a le kilowattheure au mètre carré. Peut-être que demain, on aura un global carbone au mètre carré. C'est peut-être
aura peut-être une grille de notation là-dessus? Pas sûr, mais effectivement, je pense que, heu, est-ce que les gens prendront cette note bas carbone comme étant finalement un critère de choix du logement? C'est le Là cas pour les voitures, hein, tu sais maintenant, c'est le rejet de CO, c'est plus les chevaux, oui, oui, c'est plus le mais le rejet de CO, finalement, quelque part, c'est plutôt l'État qui, via finalement une politique de malus, je veux dire, incite les gens à choisir des véhicules, moins on gourmand. va dire moins gourmands. Est-ce que demain, si j'ai le choix entre, et forcément je vais forcer le trait, Oui. un logement à 5 000 €, mais un peu plus carboné, et un logement à 6 000 moins carboné, est-ce que finalement les gens iront acheter un logement plus cher, mais on va dire plus vertueux, s'ils ne sont pas incités? Alors on revoit effectivement dans ce vieux pays qu'est la France, on a tout de suite envie d'y mettre de la taxation, de l'impôt, etc. Donc, est-ce que les gens auront cette conscience-là, Oui. qu'à un moment donné, ils se diront je préfère payer un peu plus cher parce que d'une certaine manière, le logement que j'ai acquis, il est plus vertueux. Euh, on peut effectivement en rêver et le souhaiter. Hem, il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais on est tous un petit peu, dans la dans l'imagination de ce que va être le monde de demain, post-Covid. J'oublie un peu le logement. Là, on est dans le tertiaire, bureau, c'est quoi les grandes tendances? Toi, tu as une réponse à ce sujet complexe ou elle sera pas simple ta réponse, ça c'est évident? Ben, ce que l'on voit, c'est finalement, on a parlé effectivement du rebond logement qui n'est pas complètement là à cause des maires qui sont aujourd'hui en plein questionnement et qui ont du mal à délivrer des permis. Ça, c'est pour la partie logement. Pour la partie tertiaire, bien évidemment, en 2020, les marchés se sont tous effondrés. À jour? Heu alors Suspendu? oui, oui, alors en tout cas, les transactions ont été effectivement, pour le coup, en forte baisse. On voit le marché repartir sur les petites transactions. Ce qui veut dire que finalement là, mais et c'est très récent, mais le marché est plus que frémissant sur les petites transactions. Alors petites transactions, c'est, allez, pour faire simple, moins de 500 mètres carrés. Ce qui veut dire que les PME, qui avaient envie de bouger, qui avaient, comme tu viens de le dire, envie de changer, ça y est, elles ont déjà finalement pris la décision. Elles ont simplement ajourné et puis ça y est, elles sont déjà Peut-être que finalement alors plus agiles. Les grands groupes, oui, les grands groupes qui font les grandes transactions, on voit bien qu'ils sont finalement là en sortie de crise, en train de discuter sans doute avec leurs CSE, de manière à dire mais qu'est-ce qu'il faut faire? qu'est-ce que l'on fait? Télétravail, pas télétravail, une journée, 2 journées? Bref, on voit bien que le télétravail dans les grandes entreprises va s'inviter donc à la table des négociations. Ce qui conduira inéluctablement finalement peut-être à une baisse finalement des mètres carrés, et que finalement là où l'entreprise aurait demandé 10 000, elle en demandera peut-être que 8 000, 8 500. Donc on peut et que finalement l'entreprise mettra en place finalement du télétravail. Alors du télétravail choisi, et en donnant effectivement aux collaborateurs qui sont en télétravail les moyens de le faire. Donc on voit que finalement cette crise aura été un formidable accélérateur finalement de mutation finalement de la société. Donc je suis pas inquiet sur finalement est-ce que le marché du tertiaire va revenir? Oui, il va revenir. Alors peut-être effectivement avec des mètres carrés un peu à la baisse, mais j'aurais tendance à dire des mètres carrés sans doute plus qualitatifs, parce qu'il a encore, je veux dire un petit peu upgrader les prestations. Les salariés se diront: «Mais finalement, si je viens au bureau, c'est pour y trouver finalement du confort, pour y trouver finalement de la qualité de vie, parce que sinon finalement je pourrais très bien finalement, rester chez moi». Donc on va devoir aussi finalement, j'allais dire donner des raisons aux salariés de venir, finalement, en entreprise, et donc avec, des salles de réunion, des salles de réunion, mais de toute taille, collaboratif. pour
pour le travail collaboratif. Mais oui. Je veux dire, plus personne n'imagine aujourd'hui une salle de réunion sans un écran qui Oui. permet de faire une réunion, je veux dire, mixte, à la fois finalement du présentiel et à la fois finalement du distanciel. Le Euh, traitement d'air, euh, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, ça devient un prérequis incroyable. donc on voit bien que finalement le ratio de salles de réunion va forcément augmenter, que on y trouvera des salles équipées pour faire de la visio, mais en plus grand nombre. On y trouvera finalement des lieux pour faire du travail collaboratif. Et puis alors, le sacro-saint bureau. Alors là, le sacro-saint bureau, est-ce que j'aurai encore mon bureau avec la photo de ma famille, de mon chien, etc. Alors peut-être que là, effectivement, le bureau individuel tel qu'on l'a connu, il faudra peut-être l'oublier parce que il y aura sans doute, je veux dire, s'il y a du télétravail, on peut se dire que là, d'avoir son bureau alors que la personne est là, par exemple, 3 jours par semaine, on peut quand même se poser la question si là, Bien nominatif, est-ce que le bureau il est encore nominatif ou au contraire, ce sont des espaces dans lesquels finalement j'ai mon espace, un jour je suis là, puis le lendemain je suis à côté, enfin pas très loin, mais finalement c'est un espace partagé. Donc voilà en tout cas des évolutions visible. On voit, et tu l'as dit, je le reprends, un des impacts très directs de cette crise Covid, ça a été le télétravail et donc la mobilité. On a vu que là où on pensait mettre des péages ou faire du covoiturage, en fait, simplement lancer le télétravail a largement contribué à avoir une ville plus agréable à vivre en termes de mobilité voiture, j'entends. Donc ça, c'est des choses à regarder et analyser aussi. Pour effectivement répondre à cette remarque, que le télétravail, bien évidemment, est peut-être une des réponses qu'on n'avait pas imaginé parce que finalement on avait plus imaginé finalement Multiplier de les infras, multiplier les infrastructures c'est ça. et que peut-être finalement c'est de dire bah tiens, je prends un exemple local de manière à ce qu'on se comprenne. J'habite Lens, bah, finalement je sais que le matin pour venir à Lille c'est compliqué jusque 9 heures du matin. Je me branche chez moi sur mon ordinateur de 8 heures à 9h15, je fais finalement 1 heure et quart de télétravail et je regarde sur une application et je m'aperçois que maintenant le trafic entre Lens et Lille est fluide et je prends ma voiture et j'arrive finalement non pas après avoir souffert pendant 1 heure et quart, je vais entre Falampin et Lille, mais j'arrive en une demi-heure depuis Lens, puis finalement je serais venu en toute décontraction. Donc on voit bien que le télétravail peut aussi être une réponse sur la mobilité. Exactement, c'était plutôt intéressant. On arrive au terme tranquillement de cet entretien et on m'a glissé 2 questions et une remarque que je te livre directement. Tu as beaucoup évoqué avec beaucoup de pédagogie le fait qu'on sente on est au début d'une transformation de nos métiers. On sent bien qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau. La question est-ce qu'il y a une analogie entre notre métier un peu traditionnel de la promotion de la construction et une autre industrie, une autre activité? Voiture, informatique, est-ce qu'on pourrait à un moment se comparer dans l'évolution de quelque chose? Oui, alors pour revenir finalement, est-ce que le changement, euh, parce que j'aime bien comparer l'immobilier et l'automobile, et toute proportion gardée, on va dire la mutation des constructeurs auto qui sont passés du véhicule thermique au véhicule électrique, je pense que c'est peu ou prou que l'on va être amené à faire avec ces logements bas carbone. D'une certaine manière, on va finalement aller au véhicule électrique, donc on va changer quand même, et fondamentalement pour les constructeurs, on va changer complètement le moteur. Donc quelque part, parce que on le voit bien, on va faire des logements suffisamment isolés que le chauffage en soi ne sera plus un problème. Euh, Ce qui veut dire qu'on n'aura plus que le problème de la production d'eau chaude. Le, le chauffage, le rafraîchissement seront effectivement bien évidemment des paramètres de confort, mais là encore, on aura sans doute à notre disposition finalement, euh, on va dire de la thermie qui sera capable de faire finalement les deux
à la fois un peu de chauffage et un peu de renouvellement d'air l'été. Ce sera imposé quasiment, donc on va devoir se creuser la tête. Et puis tout ça dans finalement un environnement dans lequel tous les matériaux dans lequel on seront des matériaux plutôt locaux, plutôt finalement à partir euh, de- des matériaux biosourcés, un peu plus de bois, un peu plus de lin, un peu plus finalement de terre crue, un Oui. peu plus de finalement de matériaux finalement qui vont nous peut-être nous rappeler que finalement les ressources de cette planète ne sont pas inépuisables. D'accord. La deuxième question, parce qu'on a évoqué les labels et tout ça, la notion de norme, c'est plutôt incitatif, c'est plutôt un frein, c'est comment tu vois ça, toi? Vraiment, ça casse un peu ça parfois, c'est on empile, on fait un millefeuille de normes. Bon, Et on est finalement dans un pays dans lequel finalement on a tout de suite envie de se dire les gens ne seront pas disciplinés, donc la meilleure manière de les finalement de les discipliner sont finalement les normes qui contraignent. Je pense qu'on est dans une période dans laquelle moi je suis plutôt à dire il faut laisser une certaine souplesse au système. Parce que finalement, ce que l'on a dit tout à l'heure, entre ceux qui vont dire je préfère faire un bâtiment au bois, je préfère faire un bâtiment avec du béton décarboné, je préfère faire un bâtiment finalement en béton mais fait en usine et j'amènerai tout sur place. Donc on voit bien que les chemins vont être. Donc la norme d'une certaine manière, elle est très adaptée lorsque l'on sait bien ce que l'on doit faire. Et là, je pense qu'on est quand même à une période où arriver finalement avec une norme, je veux dire, ça me paraîtrait finalement contre-productif. Et puis on voit aussi que les normes ont parfois finalement, elles sont quand même assez finalement, elles ont quand même des effets pervers. ça choque un peu parfois. Je veux dire, on a effectivement imposé, et puis finalement le législateur est revenu un petit peu en arrière. Par exemple, dire que dans les toilettes, on puisse finalement y mettre, je veux dire, un fauteuil handicapé. Et quand on livrait les logements, et je sais que bien évidemment, je ne souhaite à personne d'être handicapé, et je ne voudrais pas que ça soit mal interprété, mais tous les clients qui n'étaient pas effectivement en situation de handicap, quand ils rentraient dans les toilettes, se disaient, mais finalement, pourquoi d'aussi grandes toilettes? Donc, en un premier temps, finalement, la solution du handicapable, enfin, on va dire, Oui. de pouvoir permettre à terme que la cloison puisse finalement bouger. Et puis, on a bien vu qu'on est revenu un tout petit peu en arrière parce que euh, les mètres carrés qui étaient finalement là, ils n'étaient pas ailleurs. Et donc, forcément, il y a parfois, à travers les normes, on va dire, Bonnes euh, idées. des fausses bonnes idées. Oui, des Oui. fois, on voit bien que finalement, euh, des bonnes intentions peuvent ensuite avoir un petit peu des effets pervers. Et donc, voilà. Je pense que c'est ce qu'il y avait derrière, derrière la question. Je te propose non pas une question, mais une forme de conclusion que je trouve plutôt pas mal autour du mot espoir. En fait, ce que l'on ressent, c'est que la situation actuelle, c'est un laboratoire d'innovation pour l'avenir. Et qu'il va y avoir, de la clim, tu en as déjà parlé, un traitement d'air nouvelle, des bornes de recharge pour véhicules électriques, de la mobilité. Et du coup, les entreprises vont se secouer, c'est ça qu'on me dit. Elles vont devoir se secouer pour proposer des idées et que, eh ben voilà, on est au devant de quelques années d'innovation. Voilà, c'était, je sais pas si c'est une conclusion, une remarque, mais comment tu partages ça? Je partage finalement le fait que notre métier est éternel. Notre métier est éternel parce qu'il s'agit de loger les gens pour qu'ils puissent vivre ou qu'ils puissent travailler d'une certaine manière. Et donc, finalement, la société est en perpétuelle mutation. Et il y a parfois, finalement, des mutations accélérées. Et ce que l'on vient de vivre, c'est ni plus ni moins que, finalement, en 2 ans, presque sans doute 10 à 15 ans, on a accéléré, finalement, le compteur temps. Mais, je veux dire, on va dire, le sous-jacent, c'est de dire que de toute façon, il faut qu'on soit là pour répondre finalement aux besoins de logement, répondre aux besoins de lieux de travail. Et tout ça, finalement, là, je te rejoins avec un grand coup de pied aux fesses en disant bon, bah, ce que vous avez toujours fait, des logements finalement, certes performants, mais
consommateurs de carbone. Aujourd'hui, on vous demande de les faire encore plus performants et là, pour le coup, vertueux vis-à-vis du carbone. Donc je pense que voilà, on se prend, mais je ne doute pas que tous, entreprises, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, architectes, on trouve les solutions pour finalement que le cadre de vie soit toujours agréable. Et puis, toujours, on est, moi quand j'étais jeune, à l'école, on me disait que cette planète ne pouvait pas supporter plus de 3 milliards d'individus. On est 8 aujourd'hui, 8 milliards. Donc voilà, il faut que les 8 milliards vivent quand même de manière plus sobre pour permettre finalement à non plus à livrer à nos enfants et petits-enfants une planète complètement épuisée. Eh ben, merci pour cette confirmation du message d'espoir. On est parfaitement en phase. Un grand merci, Philippe, parce que c'était tout à fait pédagogique et extrêmement intéressant. C'est toujours un grand moment passé avec toi, j'apprécie. Je vous remercie pour ce Commence à Wave et on se retrouve pour un prochain numéro. Merci Philippe, à très bientôt. Merci David.